Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. L'équipe de ce matin est composée de Ousseini Adam Boukar à la régie d'antenne. Aux opérations techniques, Abdelkader Samamoussa. Le chauffeur de la permanence, Abdelkadir Zakou. Côté maintenance, nous avons Mato Abdelaziz. L'électricien du jour, Mohamed Kabir. Et devant le micro, moi-même, Ali Oumarou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur les antennes de la Voix du Sahel ORTN. Le thème de l'émission Opinion plurielle porte aujourd'hui sur le lancement officiel du projet Gouvernance résiliente au Niger, Jagouranchi. Alors, pour parler de ce thème, nous recevons M. Ousmane Kabele Kamara. Il est le représentant pays de Contrepart International et chef de projet USAID Jagouranchi. M. Ousmane Kabele Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans le studio de la Voix du Sahel. Monsieur Ousmane Kabele Kamara, première question. D'abord, parlez-nous de ce projet et présentez-nous ce projet donc que vous allez d'ailleurs lancer aujourd'hui même à l'hôtel Bravia, et ce jour donc au mercredi 11 août 2021. Merci beaucoup. Je voudrais dire, comme vous l'avez annoncé, que ce projet va être lancé aujourd'hui. Il sera lancé sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le projet que nous dénommons Activité Gouvernance Jagouranchi de l'USAID est un programme de 5 ans qui est financé à hauteur de plus de 19 millions de dollars, soit plus de 10 milliards de francs CFA, qui a pour objectif de renforcer le contrat social entre le gouvernement et les citoyens, avec comme ultime attente que les communes deviennent des pôles résilients où va s'instaurer un développement local inclusif. Il va intervenir dans 3 régions, notamment Maradi, Tillabéri et Zender, pour un ensemble de 19 communes. Nous le mettons en œuvre avec un ensemble de partenaires internationaux et nationaux, notamment DIA Global, Viamo, le réseau d'appui aux initiatives locales RAI. Nous le mettons aussi en œuvre avec AEC, Alternative Espace Citoyen et ICRA. Donc les auditeurs peuvent appeler au 20 72 32 72, 20 72 32 72. Monsieur Ousmane Kabele Kamara, quels sont les résultats que vous espérez atteindre en mettant en œuvre ce projet Jagouranchi? Comme je le disais tout à l'heure, un des buts que nous recherchons dans ce projet, c'est d'assurer que la capacité des communes à agir comme pôle résilient est développée et qu'il y a un développement local inclusif. À cela, nous visons plusieurs résultats. Notamment d'abord nous visons une capacité accrue des communes à asseoir un système qui les permette de mobiliser davantage de ressources, d'assurer une gestion transparente et de répondre aux besoins communautaires des localités. La deuxième chose, c'est que nous envisageons que les citoyens comprennent davantage leurs droits et obligations, participent comme acteurs clés au processus de développement local, mais soient témoins et engagent la redevabilité des élus. Un autre aspect comme résultat qui est attendu de ce projet, c'est que nous avons des élus. Comme vous le savez, avec les nouvelles élections, nous avons plusieurs élus. Selon les statistiques, nous avons plus de 90% des élus des exécutifs qui sont des nouveaux. Donc notre mandat est d'assurer que ces élus comprennent leur rôle et responsabilités, créer un espace de dialogue permettant aux citoyens de participer positivement au développement local, mais aussi d'améliorer l'offre de services. Nous envisageons aussi à ce qu'il se crée ou se renforce autour des communes la notion du partenariat public-privé en vue d'assurer que l'ensemble des acteurs locaux puissent accompagner les communes pour assurer un développement local pérenne.
Ceci va à travers des appuis comme le développement des PDC, des plans locaux de développement, mais aussi des PAI, des plans d'investissement annuels. Ceci va dans l'accroissement de la capacité des communes à mobiliser les ressources financières. Ceci va à assurer qu'un espace est créé pour que les citoyens, de façon inclusive, participent à la prise de décision. Cela inclut la participation des jeunes, des femmes, des groupes marginalisés. Cela inclut aussi la capacité de la redevabilité des élus vis-à-vis des citoyens tel qu'il est requis par le Code des collectivités. Nous allons nous assurer que ces espaces-là sont créés. Le projet visera comme ultime objectif que davantage la résilience des communautés soit renforcée. D'accord. Monsieur Ousmane Kavele Kamara, ce projet, vous venez de l'annoncer, c'est un projet d'environ 19 millions de dollars. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Alors, comment comptez-vous gérer ce projet-là? Alors, la gestion du projet se répartit à plusieurs niveaux. Nous, Contrepart, on va assurer le leadership de ce projet. Si j'ai bien compris votre question, nous allons assurer le leadership avec des partenaires, mais la partie gouvernementale aura en fait une participation très active. Il y a des entités de l'État qui vont y prendre part, notamment la Direction générale des collectivités, des collectivités décentralisées. Nous allons travailler avec des structures telles que les 3N. Nous allons travailler avec des entités telles que l'Association des régions du Niger, l'Association des municipalités. Un auditeur, Oubourifil. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour, c'est Garba Haroun, l'enseignant non de Tawa. Oui, monsieur Garba. Donc, je salue tout le personnel de la Voix du Sahel et je félicite et encourage votre invité. Donc, ma question, c'est comme on parle de l'inclusion, dans le résultat, est-ce que c'est désagrégé jusqu'à avoir les objectifs atteints, jusqu'au niveau des personnes handicapées, combien de taux de pourcentage ils ont réalisé par rapport à la résilience. Et par rapport à l'éducation, donc vous êtes d'accord avec moi qu'avec l'éducation, les personnes handicapées, ça va les amener à être autonomes, à avoir une culture générale, à affronter pas mal de barrières. Donc, par rapport à l'éducation aussi, est-ce qu'ils ont vont apporter aussi un atout. Et je demande aussi par rapport à l'accessibilité des personnes handicapées aussi, quel impact ils peuvent avoir au niveau de la population des personnes handicapées qui ont besoin de cette accessibilité. Je vous remercie et bonne journée. Merci monsieur Garba Harouna. Depuis Tawa, alors monsieur Ousmane Kabele Kamara, vous avez entendu la question de monsieur Garba Harouna depuis Tawa. Monsieur Garba Harouna, merci déjà. Je pense que le projet, un des aspects très importants de ce projet, c'est d'assurer l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'offre de services au niveau local. Cela inclut, comme il le disait dans sa question, l'éducation, la santé, l'environnement. Nous allons travailler, disons, dans les 5 compétences que le gouvernement a bien voulu transférer aux collectivités décentralisées, ce qui inclut l'éducation. Je disais tout à l'heure dans ma présentation que le projet va assurer que les groupes marginalisés, je n'ai pas voulu mettre un accent sur les handicapés ou les personnes avec des handicaps, mais ces personnes-là, tout comme des jeunes, tout comme des femmes, sont des cibles prioritaires pour notre projet pour assurer, premièrement, que leurs points de vue et leurs perspectives sont prises en compte chaque fois qu'il est créé un espace de dialogue pour identifier les priorités locales, mais aussi que ces personnes-là sont impliquées non seulement, comme je l'ai dit, dans la prise de décision, dans la mise en œuvre, dans le suivi, mais aussi dans les actions de redevabilité des élus vis-à-vis d'eux. Donc, les programmes d'éducation civique que nous allons mettre en œuvre vont créer de l'espace pour que ces personnes-là puissent participer, puisque c'est pour que ces personnes-là puissent avoir plus d'entrain. Au moment de leur participation, nous créerons des espaces spécifiques à elles, ces personnes-là, qu'elles soient des personnes handicapées, des jeunes ou des femmes, pour que leurs priorités spécifiques soient identifiées avant d'être émergées dans un grand groupe où on s'assurera avec les collectivités que ces différents éléments d'intérêt pour ces catégories-là sont pris en compte. La question de l'éducation sera sur la table, la question de la santé sera sur la table, la question de l'accès à d'autres services va être aussi sur la table. Une chose que je voudrais expliquer dans le cadre de la prise en compte des besoins prioritaires, nous nous sommes rendus compte, nous sommes presque à terme d'un projet que nous avons mis en œuvre pendant 5 ans, où un des succès de ce projet a été pour nous de créer un espace
citoyens, qu'on a appelés les comités de veille citoyenne, où les citoyens eux-mêmes s'asseyent avec les différentes composantes des collectivités, identifient leurs priorités, engagent un dialogue local, soit avec les élus directement, soit avec les partenaires de développement, ou l'effort même de ces individus à participer au développement local. Donc, un auditeur. Alors, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, maître Marie-Madame Daouda. Bonjour à l'invité. bonjour, monsieur. Ouais, il y a quelques années, là, j'ai connu un projet qui s'appelait en tout cas Contrepart dans la région de Zender et précisément dans le département de Gouré. Ma question est, c'est le même projet Contrepart qui a été renouvelé pour être relancé ou bien c'est un autre, en tout cas, projet Contrepart qui vient de se créer. Merci, bonne journée, Marie-Madame Daouda. Merci beaucoup, maître Marie-Madame Daouda. Alors oui, maître Marie-Madame Daouda, il a raison, il y a un projet Contrepart international. Il dit c'est le même projet ou bien c'est un autre projet. Je voudrais juste apporter une précision. Contrepart international est une ONG. Mais je comprends que des fois, on peut nous identifier à nos projets, mais ce n'est pas un projet en lui-même, c'est une organisation internationale qui est à sa deuxième expérience au Niger. Nous avions déjà travaillé à Gouré, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Mayam, qui est une réponse... Chez maître Marie-Madame Daouda. Oui, Gouré. Oui, donc ce maître Daouda, donc on avait déjà travaillé là-bas. Le travail là consistait un peu tout ce qui était dans l'appui dans le cadre de l'agriculture et les différents éléments. Nous avons eu depuis mars 2016 un autre programme avec l'USAID qu'on a appelé Programme de gouvernance participative et réceptive, activité principale qui nous concernait, qui visait à l'amélioration de l'offre de services au niveau local. Ce programme a ciblé Gouré où, comme je le disais tout à l'heure, nous avons contribué à l'amélioration de l'offre de services en matière de, par exemple, de l'éducation, par le redéploiement des enseignants, en matière de santé, en assurant qu'il y ait un dialogue qu'on instaure au niveau local pour identifier les défis. Donc, Contrepart existe comme ONG, mais ce que nous lançons aujourd'hui est un nouveau projet, comme je l'ai dit, qui s'appelle Résilience Gouvernance au Niger, qu'on a appelé communément Activité de gouvernance Diagoranchi de l'USAID. Donc, il vient compléter ce projet, nos efforts, dans le cadre de l'offre de services que nous avons déjà fait sur le terrain en matière d'amélioration de l'offre de services, mais aussi prend en compte les aspects de gouvernance locale, de résilience. Et dans ce sens-là, nous nous inscrivons dans un programme global régional qui s'appelle RISE 2, qui est le programme de renforcement de la résilience des communautés, et dans lequel programme nous sommes censés apporter tout cet appui de l'amélioration de la gouvernance, de la participation citoyenne, mais aussi de la capacité des collectivités de prendre en charge leur développement. Voilà. Monsieur Ousmane Kabele Kamara, vous avez parlé de la participation des populations rurales, notamment des femmes et des jeunes. Expliquez-nous ce volet-là. Alors, je puis vous assurer sans me tromper que 90% des communes que nous avons choisies sont des communes rurales. La raison principale, c'est que nous partons d'un constat, c'est que les défis sont énormes à ce niveau. La question de la participation des jeunes et des femmes qui sont perçus par plusieurs acteurs au Niger comme des groupes marginalisés dans le cadre de leur participation au processus de prise de décision, l'identification des priorités, etc., etc. Donc, ce que nous visons à travers ce projet, comme on l'a fait par le passé, mais plus, c'est d'assurer que les priorités des jeunes sont clairement identifiées dans la mise en œuvre du projet, que les structures d'accompagnement que nous allons soutenir ou qui vont être créées par l'effort du projet vont avoir la représentation des jeunes et des femmes. Et quand nous parlons de représentation, il ne s'agit plus de nombre de personnes, mais il s'agit d'une représentation active, des gens qui sont des porte-voix, des gens qui peuvent exprimer les besoins de ces deux catégories-là. Et tout le long du projet, nous partons d'un principe que à défaut d'avoir 50%, nous allons avoir 40% de représentation de ces deux entités dans toutes les activités que nous allons mettre en œuvre pour assurer leur autonomisation, leur engagement. Nous avons un programme similaire ici qui s'appelle Kagalo, par exemple, où durant les 2 années passées, ce que nous avons fait, c'est par exemple appuyer le leadership des femmes. Nous avons fait des renforcements des capacités à l'égard des femmes dans la région de Tillabéri pour maîtriser l'engagement qu'elles peuvent avoir, pour maîtriser leur participation à la prise de décision. Et un autre aspect d'accompagnement que nous avons fait dans le cadre de ce projet, c'est d'aider les femmes à leur participation politique, qui a permis, par exemple, dans la région de Tillabéri,
d'avoir au moins 9 femmes candidates qui ont été supportées par nous, qui ont été élues sur différents échiquiers politiques. Nous venons de boucler un atelier national, un forum national qui dit les femmes au-delà du quota, participation des femmes au-delà des quotas. Donc, c'est ces mécanismes. On prend un auditeur. Allô? Il est parti. Poursuivez, monsieur. Donc, je disais que nous venons de boucler un forum national sur la participation des femmes avec l'idée d'aller au-delà des quotas qui est ressorti avec un ensemble de recommandations. Vous comprendrez que Diagoronchi, pour nous, est une sorte de continuité ou de continuum entre nos efforts dans divers projets, mais aussi l'atteinte des objectifs de participation. Les jeunes et les femmes constituent pour nous vraiment un creuset d'engagement des citoyens. En cela, on a tout un objectif 3 qui est dédié à cela pour assurer que ces groupes-là comprennent leur rôle et responsabilités, sont autour de la table lorsqu'il s'agit de discuter des priorités de la communauté, participent à la mobilisation et la gestion transparente des ressources, mais aussi aident à assurer la redevabilité des élus vis-à-vis des citoyens. Donc, tout le long du projet, nous allons nous assurer que ces femmes-là et ces jeunes-là vont participer à ces mécanismes. Il est prévu au niveau régional la création d'un groupe de réflexion pour ce qu'on appelle chez nous l'apprentissage, l'adaptabilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ces jeunes et ces femmes-là feront partie de cette initiative-là pour aider à ce que, même dans la vision du projet, ils puissent avoir leur point de vue et que cela soit pris en compte tout le long du projet. Oui, M. Ousmane, vous intervenez dans combien de communes? Nous intervenons dans 19 communes. Dans le cadre de ce projet Diagoronchi. 19 communes. 19 communes. Parmi les 19 communes, on en a 13 au niveau de la région de Zender et 3 dans chacune des régions de Maradi et Tillabéri. Donc 3 régions. 3 régions, oui. 3 régions. Oui. C'est ça. Et les communes sont associées? Oui, les communes sont associées. Nous sommes au démarrage. Je voudrais dire que j'ai eu récemment l'opportunité avec la mise en place du bureau exécutif de l'Association des municipalités du Niger de faire une présentation du projet à tous les maires qui étaient présents pour leur annoncer un peu ce que nous faisons. Nous avons actuellement 2 équipes sur le terrain. Un auditeur. Allô? Assalamu alaikum. Oui, mais alaikum salam. Ali, bonjour. Oui, bonjour. Maikifi. Ouais, c'est la compagnie de Maikifi Zakusanke na Mariama de Mariama Degaya. Oui, Maikifi. Et j'ai dû les inviter aussi, bonjour. Oui. Bonjour. Et d'abord, je félicite l'État et les partenaires. Vraiment, il y a des aspects qui me plaisent dans sa présentation. Les communes rurales qu'ils ont choisies, et la jeunesse et les femmes. Vraiment, ça me plaît. Parce qu'au plus souvent, c'est les communes rurales qui n'ont pas de moyens pour faire leurs activités comme il faut. Si c'est au niveau des investissements, des gros investissements, ils n'ont pas de moyens. Oui. Donc ça, vraiment, ça me plaît. Et au niveau de la jeunesse aussi, oui. Vraiment, c'est la jeunesse qui est aujourd'hui et demain. Donc, il faut que vraiment de les appuyer. Vous n'avez pas de questions, Maikifi? Il y a des questions, j'arrive au Allez-y, allez-y. Aux questions. Oui. Moi, je veux qu'ils me disent leur centre d'intervention. Leur Centre d'intervention du projet. Comme j'ai entendu, il a dit qu'il y a le deuxième et le premier phase qu'ils ont fait vers où là, il dit qu'ils sont en train d'appuyer l'agriculture et autres là. Oui. Bon, maintenant avec le nouveau là, ils ont lancé aujourd'hui. Bon, je ne sais pas où c'est le français ou quoi, mais je veux savoir le centre d'intervention, là où ils vont faire vers la communauté, vers la commune, et la jeunesse qu'ils vont appuyer et les femmes. Voilà, Ali. Bonne journée à tout à l'heure. Gaïa te dit bonjour. Oui. Merci beaucoup, Maikifi Zakusanke. Je pense qu'il voudrait qu'on lui parle des chaînes d'intervention. Je pense qu'on l'a annoncé au démarrage du projet. Un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Saleh depuis Zender. Oui, allez-y, vous êtes en direct, oui. Donc, moi, ma question, c'est je voudrais savoir les critères sur la base desquels les communes ont été ciblées, 19 communes. Est-ce qu'il y a des critères qui ont été établis pour le choix de ces communes-là? Merci. Merci beaucoup. Alors, l'auditeur de Zender, lui, il dit qu'il veut savoir les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour cibler les communes.
Je sais que la question des critères revient toujours. Ça, c'est clair. Ça revient toujours, même pour les communes. On nous demande pourquoi pas nous. Premièrement, nous n'avons pas la capacité de travailler dans toutes les communes. Donc, selon le mandat qu'on avait, on devait travailler dans 19 communes. Mais entre autres critères qui ont guidé nos pas pour ces sélections, premièrement, je dois dire qu'avant qu'on ne finalise la liste, nous avons fait une consultation qui a impliqué une visite pour moi-même et quelques collègues sur le terrain à Zender, Maradi et Tillabéri pour s'entretenir avec les autorités, mais aussi avec d'autres partenaires qui étaient présents, pour voir où est-ce que les gens interviennent, où est-ce qu'il y a un besoin crucial qui cadre avec les types d'activités que nous allons offrir sur le terrain. Mais aussi, nous avons pris en compte quelques facteurs liés à la sécurité et d'autres événements qui pourraient arriver dans ces communautés-là. Au regard de cela, un des autres éléments importants qui a guidé nos pas, c'est qu'il y a des efforts qui se font dans plusieurs communes, mais au niveau local. Et notre travail est de donner une réponse au niveau communal en assurant qu'il y ait une fédération des intérêts des différents villages vers les communes. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là ont fait que nous avons choisi ces 19 communes-là. Il y a d'autres éléments éventuellement qui ont sous-tendu ça, mais je peux citer ça comme élément clé. L'orientation que nous avons eue de notre bailleur, c'était que nous devons cibler... À l'origine, le projet était censé travailler dans 2 régions, Maradi et Zender. À la demande du bailleur, nous l'avons étendu vers Tillabéri. Il n'est pas exclu que dans les mois et années à venir, qu'on nous demande d'aller dans d'autres régions, parce que l'USAID travaille sur une stratégie un peu plus globale pour le Niger. Le bureau au Niger étant devenu une mission complète. Donc, nous avons des discussions sur des possibilités de toucher plus de communes ou d'aller ailleurs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire comme réponse. Merci, Soumane. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Bien réveillé. Alhamdulillah. Ok, et la famille. Oui, Abdelhamid. Oui, Abdelhamid depuis Terra. Bonjour. Abdelhamid depuis Terra. Oui. Monsieur Ali, moi, ma question est que j'aimerais savoir si les agents qui le recrutent, par comment ils font le recrutement, ou bien ils recrutent seulement les personnes pour les engager dans le travail, des jeunes et des femmes comme ça. Oui, j'aimerais savoir comment ils procèdent à ces gens qui travaillent envers leurs agents. S'il s'agit d'un diplôme ou bien c'est juste la personne doit savoir travailler de l'autre côté. Oui, c'est ce que j'aimerais savoir. Merci, okay, merci monsieur Abdelhamid. Lui, c'est un auditeur qui vient d'appeler, il est basé à Terra. Il veut savoir comment se fait le recrutement des agents qui vont animer ce projet-là. Bon, le recrutement, premièrement, je voudrais préciser que nous avons des partenaires de mise en œuvre. Chacun a une responsabilité de recruter le personnel par rapport à l'équipe qui a été proposée dans la mise en œuvre du projet. Ces recrutements se font sur la base des qualifications, sur la base des critères, sur la base des tâches clairement définies. C'est un processus ouvert. Une des choses que je voudrais dire, par exemple, c'est que même si nous, par exemple, avec les projets qu'on a, on a du personnel qualifié, nous avons relancé tous les postes et chacun applique et les gens sont recrutés sur la base de leurs compétences et de leur expérience selon les critères que nous avons définis. Mais comme il parle de jeunes, je voudrais préciser que dans le cadre de ce projet, il n'y a pas d'exclusive. C'est-à-dire que nous n'allons pas dire que non, pour les jeunes, nous allons recruter seulement les jeunes d'ici ou les jeunes de là. Il y a 2 façons de participer pour les jeunes. La première, c'est de postuler au poste que nous lançons. La deuxième, c'est la capacité pour nous de les sélectionner à travers le recensement qu'on est en train de faire actuellement. Je disais tout à l'heure à une précédente question que nous avons 2 équipes. Une équipe de Alternative Espace Citoyen qui a la charge d'identifier toutes les organisations communautaires de base, les OSC, qui sont dynamiques dans les secteurs d'intérêt du projet. Une fois ce recensement finalisé, nous allons voir comment les intégrer pour la mise en œuvre des activités du projet. Le deuxième travail, c'est ce que RAI est en train de faire, où nous sommes en train de faire une revue de la gouvernance des collectivités pour qu'on ait des éléments clés à travers lesquels on peut appuyer. Un aspect très important de ce projet-là, ce n'est pas l'uniformité, mais c'est la réponse à la demande spécifique. S'il y a des jeunes, des groupes de jeunes qui ont une demande spécifique, nous allons l'analyser et le répondre, ce n'est pas que nous avons quelque chose de valable pour tout le monde et ce n'est que ça. Je voudrais profiter pour lui dire que ce projet-là, nous aurons 3 mécanismes de financement qui sont disponibles pour lesquels les jeunes, les organisations de la société civile, les élus, et d'autres types peuvent s'intéresser pour les finances. Nous avons un budget de 3 millions de dollars pour qu'on appelle ce qu'on appelle les fonds rapides. Les fonds rapides, c'est des fonds qu'on a mis
pour soutenir des innovations au niveau local dans l'offre de services ou bien dans la réponse d'une situation au niveau terrain. Nous avons ce qu'on appelle la réponse à la crise, c'est-à-dire que s'il y a des communautés dans lesquelles nous intervenons qui sont confrontées, par exemple, à l'inondation, à la sécheresse, nous avons des ressources que nous avons mises en place pour aider ces communautés-là à appliquer à travers soit des structures de jeunes, des structures de femmes, mais en tout cas tout ce qui est bien organisé qui pourrait venir vers nous. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité. Ça nous permet de financer toutes les initiatives locales qui aident à faire une réponse ou en tout cas à améliorer l'offre de services au niveau local. Donc ces opportunités-là existent pour les jeunes, les femmes et les autres acteurs du projet. 20 72 32 112, un auditeur au bout du fil. Ali, ça va? Oui, bonjour Kamkoura. Ça va bien, merci beaucoup. Oui. Merci, je salue votre invité. Mm-hmm. Je voudrais juste contribuer par rapport à une question posée par un auditeur. Oui, allez-y. Il disait comment il collabore avec les maires. Mm-hmm. Et la réponse était que votre invité a fait une présentation au cours de l'Assemblée générale donc, de l'Association des municipalités du Niger. Tenue ici et même à Niamey, n'est-ce pas? Voilà. Bon, en réalité, comment collaborer, c'est que chaque projet qu'une ONG donc, exécute, il y a un protocole de mise en exécution. C'est ce protocole de mise en exécution qui permet d'associer les différentes autorités à différents échelons. Alors, comme leur projet est sur 19 communes qui touchent plusieurs régions, donc le protocole de mise en exécution est signé avec le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire. Oui. Si le projet concernait une seule commune, c'est signé avec le maire. Si c'est 2 communes, c'est signé avec le préfet. Si c'est plusieurs communes d'une même région, c'est signé avec le gouverneur. Maintenant, ce protocole de mise en exécution permet effectivement de faire le suivi et de capitaliser l'expérience, les bonnes pratiques donc, de ce projet. Vous savez, la plupart des projets, beaucoup de projets, on a constaté au niveau des ONG, sont exécutés et à la fin de leur temps d'exécution, c'était la question donc de notre ami de Gaïa. Le temps d'exécution là qu'il dit, c'est combien de temps le projet va durer. Donc après leur temps d'exécution, il n'y a pratiquement rien. Mais avec le protocole de mise en exécution, les services étatiques vous suivent, les populations, les autorités vous suivent, et par la suite donc la capitalisation donc de l'appropriation des différentes techniques donc c'est fait sans problème. Voilà ce qu'il fallait dire. Merci et bon courage à votre invité. Merci beaucoup, Elhaji Ibrahim Adamou. Oui, merci Elhaji Ibrahim Adamou. Je voudrais préciser que merci pour votre contribution. Le projet Diagoranchi a déjà un PME, donc un protocole de mise à exécution qui est signé avec la direction des ONG Associations de développement, la DONGAD. Nous avons eu le privilège d'aller sur le terrain, de rencontrer tous les directeurs régionaux en charge du plan, avec lesquels nous avons discuté de la mise en œuvre de ce projet. La question qui avait été posée, ma compréhension était comment nous allons collaborer avec les communes spécifiquement. Et dans ce sens, la réponse que j'avais apportée, que je voudrais préciser ici, c'est que nous ne percevons pas comme des entités de traitement d'égal à égal. Nous nous constituons, nous, comme projet qui vient répondre aux besoins des communes. Donc, dans ce mécanisme-là, les communes prennent le lead pour avoir la capacité d'exprimer leurs besoins, de faire un travail qui corresponde un peu à quelle est leur part de contribution. En cela, pour chacune des communes, nous allons signer ce qu'on appelle des mémorandums d'entente de performance qui indiqueraient aux communes quelles sont leurs responsabilités. Donc, les communes elles-mêmes vont dire quelles sont leurs responsabilités, quelle est la part de contribution que le projet va apporter et comment les deux peuvent contribuer donc à l'atteinte des objectifs conjoints. Conjoint dans le sens que l'objectif ultime des communes sera d'assurer un développement harmonieux qui réponde aux besoins et priorités des citoyens et pour nous, de leur donner la capacitation nécessaire pour pouvoir le faire. Donc en cela, pour nous, il est important que les communes sachent qu'elles sont, comment dirais-je, à la fois maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage dans cet exercice que nous allons faire avec eux pendant les 5 années à venir. Un auditeur au bout du fil. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Alou Omarou, bonjour. Oui, bonjour. C'est Alain Jaharou Idi. Oui, Jaharou. Oui, ça va. Je salue votre invité.
j'ai bien aimé cette façon de faire que vous avez initiée, qui est à votre actif à l'Oumarou. Un projet qui démarre dès aujourd'hui. Vous invitez les responsables pour venir nous dire ce qu'ils vont faire. Oui. Alors, j'aimerais certaines contributions. J'aimerais qu'à mi-parcours, qu'ils reviennent aussi pour nous dire où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils en seront. Et à la fin, comme l'a évoqué Aladji Ibrahim Adamou, qu'à la fin, qu'on vienne faire le bilan. Oui. Surtout, j'ai insisté pour le côté inclusif, là, surtout l'éducation. Oui. Qu'ils mettent l'accent sur la formation des membres de COGES. Ouais, actuellement, ce qui est à la une, là, c'est la dégradation du système éducatif. Oui. Or, dans cette dégradation-là, les parents d'élèves, nous avons une grande responsabilité. À la rentrée, plusieurs personnes viennent assister à l'AG pour prendre tel ou tel... Allô? Oui, je vous entends, Djaharou. Pour prendre telle ou telle fonction dans le bureau, et bien qu'ils s'éclipsent, ils ne reviennent plus à l'école. Il faut encore le prochain renouvellement. Qu'ils mettent l'accent, j'aimerais qu'ils mettent l'accent sur la formation des membres de COGES dans l'aspect éducation, pour qu'ils prennent leur rôle et responsabilité à bras le corps, pour contribuer justement dans ce qu'ils devraient faire au système éducatif. Voilà. Et enfin, comme c'est inclusif, j'aimerais aussi qu'ils regardent un peu, si c'est possible, dans la révision du système éducatif. Parce que nous sommes en train de concevoir un programme où, dès la formation de la base, on donne les BABA aux enseignants, comment prendre en charge tous les handicaps dans le système éducatif, dans les classes, je voulais dire. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, M. Djaharou Idi. Oui, premièrement, je voudrais lui dire que merci déjà pour cette contribution. Le projet, il est bâti en accord avec le bailleur sur ce qu'on a appelé la collaboration, l'apprentissage et l'adaptation. C'est un projet tout le long qui s'asseyera de façon régulière avec les acteurs, les bénéficiaires et d'autres parties prenantes pour évaluer où est-ce que nous sommes dans les prévisions que nous avons faites. Qu'est-ce qui a été réalisé? Quels sont les succès? Où sont les défis? Comment on peut s'adapter à l'environnement qui est dynamique? Et comment on peut répondre davantage aux besoins? Cela va inclure à la fois les bénéficiaires, les acteurs du gouvernement, les élus locaux, les autres partenaires et nous-mêmes pour créer ce cadre-là et échanger, prendre les voies les plus importantes dans cet exercice-là pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. Je voudrais préciser que ce projet a tout un objectif. L'objectif 3 du projet vise à ce que les citoyens, les organisations de la société civile maîtrisent leurs droits et participent. Quand je dis organisation de la société civile, j'ouvre une parenthèse pour dire que nous considérons organisation à base communautaire. Nous prenons en compte les comités de gestion des centres de santé, nous prenons en compte l'association des maires éducatifs, nous prenons en compte les COGES au niveau nous prenons en compte l'APE. Donc l'ensemble de ces acteurs-là, selon le diagnostic qu'on est en train de conduire sur le terrain maintenant, là, il va être ressorti leurs besoins en matière de renforcement des capacités, mais aussi d'appui. Et cela va nous aider donc à la planification de nos activités pour l'année 1 que nous allons faire bientôt, d'inclure l'ensemble de ces priorités et d'apporter la réponse. Donc ce ne sont pas des acteurs qui sont mis à la marge, mais qui sont des acteurs clés dans la mise en œuvre de ce projet-là. Oui. Un auditeur. Allô? Oui, allô, salam alaikum Ali. Oui. Oui, c'est Maïkif de retour. Je crois que vous n'avez pas bien saisi ma question que j'ai posée. Oui. Oui, ça c'est le deuxième chose. Oui, que voulez-vous dire, Maïki Fizakou Senti? Il y a d'autres qui attendent au téléphone. Oui, c'est le champ d'intervention que je vais... Ah, le champ d'intervention? Oui. Le champ d'intervention du projet. Oui, je vois. Les activités, les différentes activités qu'il va faire dans la commune. C'est ça que je voudrais savoir, il nous explique un peu. Et deuxième question aussi, il y a des organisations... et des associations et des sociétés civiles comme ça, s'ils ont demandé d'autres activités comme un investissement ou un appui comme ça pour travailler, il y a les apports à verser ou bien il n'y a pas. Merci, Maïki Fizakou Senti. Merci. Ok, je commence par la dernière question. En fait, vous savez, au niveau communautaire, il peut y avoir plusieurs initiatives. Il peut se trouver qu'une organisation a déjà une initiative, a mobilisé des ressources, mais veut avoir des ressources complémentaires de nous. Nous allons contribuer pour que les ressources
puisse couvrir l'ensemble de l'effort qu'ils peuvent faire. Ça peut être la commune, ça peut être une organisation de la société civile, ça peut être un groupe organisé de jeunes, de femmes, etc., etc. Donc, nous n'avons pas un mécanisme où nous exigeons une contribution de la part d'une organisation de la société civile ou bien d'un comité de gestion. Nous avons un mécanisme qui voudrait qu'on complète les efforts selon ce qui se fait sur le terrain. Ça, c'est la dernière partie de sa question. En termes de champ d'intervention, c'est un programme, comme je le dis, qui vise à assurer qu'il y ait un contrat social entre les élus et les citoyens. En cela, premièrement, tout ce qui est renforcement des capacités à la maîtrise des rôles et responsabilités, nous allons le faire à la fois pour les élus, mais pour les organisations de la société civile. La question de la maîtrise des droits et obligations des citoyens, nous allons le couvrir. La question de l'appui à la planification locale, donc tout ce qui est développement du plan communautaire de développement local pour les 5 ans, le plan d'investissement annuel. Et un des défis auxquels les communes sont confrontées aujourd'hui, c'est à la fois la mobilisation des ressources locales, mais aussi le creuset pour recevoir la contribution de l'État pour compléter les efforts. Donc nous allons travailler sur ça pour voir comment on peut les supporter pour améliorer cela. Ensuite, comme on dit, le quotidien d'une commune se résume à la capacité des élus à répondre aux besoins prioritaires des élus, des citoyens. Donc, comment asseoir des cadres de dialogue qui permettent ça? Comment impliquer le secteur privé, donc en développant un partenariat public-privé dans ce sens-là. Mais aussi, comme je dis, le programme-là vise aussi la réponse pour accroître la résilience des communautés. Donc, les questions de crise, les questions de conflit, les questions comment on appelle ça, de développement local deviennent nos priorités. C'est en cela donc les mécanismes de financement que je venais de citer seront là, parce que nous savons que plusieurs des communes dans lesquelles nous allons travailler ne sont pas épargnées à 100% de ces crises qui pourraient arriver. Et donc, comment on peut apporter la réponse? Ouais. Un auditeur au bout du fil. Allô? Alors oui, bonjour, c'est Harouna de Tubassora. Oui, Harouna. Oui, tout ce qu'ils viennent de dire, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Oui. Il ne faut pas qu'à l'évaluation à mi-parcours ou annuelle, ou à la fin du projet, qu'on se retrouve, au lieu de dépenser les 3 millions, qu'on a dépensé juste un tiers. Pourquoi? Parce que c'est les procédures de décaissement. C'est que si vous avez parlé du milieu rural. Oui. En milieu rural, c'est extrêmement difficile de vous produire des justifs à l'image des grands centres. Aha. Quand vous allez... Oui, on a vu des projets, effectivement. Je me rappelle un projet qui, dans un centre de santé, en milieu rural, qui demande une facture ou un reçu d'achat d'allumettes de pétrole. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver des trucs comme ça? Si vous mettez c'est de tout temps, c'est qu'on accuse les bénéficiaires de n'utiliser pas le fonds ou une sous-utilisation de fonds. C'est ce genre de choses. Ou un retard dans le décaissement. Quand vous faites un retard, jamais le partenaire ne dit que c'est lui qui est responsable du retard dans le décaissement. On devrait commencer une activité le 11 août. On n'arrive pas à la faire parce que les bénéficiaires sont en train d'attendre. C'est à la fin du mois qu'on amène le fonds. Mais ce retard-là, on ne le compte jamais. Donc, il faut faire des procédures de décaissement souples pour que les gens puissent utiliser concrètement et correctement le fonds. Merci. Harouna depuis Bassoura, merci beaucoup. Alors, pour répondre, je réponds ça en répondant aussi à M. Harouna. Je pense que la procédure de décaissement, c'est devenu un terme normal que nous avons dans le cadre de plusieurs projets. Nous appelons ça des grants. Donc, les grants, c'est tout ce qu'on peut donner comme financement à une entité pour la mise en œuvre des activités. Donc, dans ce sens-là, nous prenons en compte, comme je disais, depuis 2016, déjà, nous sommes sur le terrain. Nous avons appris de nos échecs, mais surtout de nos succès. Et ceci va nous aider à nous sommes en train de concevoir une procédure qui permette vraiment d'alléger. Mais quand je dis d'alléger, c'est vraiment à permettre aux gens d'avoir tout de suite accès. Vous savez, quand on parle de crise, quand on parle d'inondation, il y a des moments où on ne va pas dire oui, il faut lancer un appel pour 3 mois, il faut faire ceci et cela. Donc, nous sommes en train de développer des mécanismes très simples qui permettent aux gens d'avoir accès aux ressources et de pouvoir réaliser les activités et atteindre les objectifs. Je sais que la question de la justification est une question clé dans ces mécanismes-là. Nous sommes conscients qu'il y a des défis, mais nous sommes aussi dans l'obligation, comme plusieurs projets, de justifier où sont parties les ressources. Il est évident que des détails, comme il vient de le mentionner, ne sont pas forcément des choses sur lesquelles nous allons nous focaliser, mais nous allons assurer que, et un élément important de contrepartie que je voudrais dire, c'est que
nous ne travaillons pas avec les partenaires tels qu'ils sont. Nous faisons ce qu'on appelle une analyse de capacité. Et l'analyse de capacité ne vise pas à nous empêcher de travailler avec une organisation, mais c'est de savoir comment nous pouvons l'appuyer pour s'améliorer, pour améliorer sa prestation, améliorer sa structuration, son fonctionnement, en vue d'avoir accès aux ressources et de les gérer sans problème. Donc, nous essayons dès le départ d'éviter les défis, en fait, de résoudre les défis auxquels ils sont confrontés pour les rendre plus autonomes, une gestion transparente et plus engagée pour que ces organisations-là soient à même de répondre à l'ensemble du mécanisme que nous allons mettre en œuvre. On peut rassurer les gens que les fonds ne connaîtront pas ces défis-là qui sont sur le terrain, mais comme on le dit aussi, quoi qu'il arrive, il pourrait y avoir 1 ou 2 exemples sur lesquels l'avantage de ce projet, c'est la capacité de s'asseoir avec les gens et de s'écouter les uns les autres, de tirer les leçons de qu'est-ce que nous avons fait et de décider du futur ensemble. Voilà, M. Ousmane, avez-vous quelque chose à ajouter? Juste 1 minute, parce qu'il est pratiquement l'heure. Oui, je voudrais profiter de cette antenne pour remercier les autorités à tous les niveaux pour déjà la collaboration qui existe, mais celle que nous sommes en train aussi de construire pour ce projet-là. J'invite ceux qui sont intéressés à venir suivre le lancement officiel du projet à l'hôtel Bravia. À partir de 9h, nous allons commencer la cérémonie. Mais aussi, c'est le lieu pour moi de rassurer les uns et les autres que ce projet travaillera en respectant les règles strictes de performance, que nous allons respecter l'ensemble de nos engagements par rapport au projet et que c'est le lieu aussi pour moi de remercier les élus de m'avoir donné l'opportunité de présenter le projet, mais de leur dire que nous allons revenir vers eux pour avoir des discussions plus approfondies pour leur engagement, pour leur participation en vue de nous permettre de pouvoir les soutenir. Le projet est là pour répondre aux besoins des communautés. Nous allons nous y inscrire. Je vous remercie. Monsieur Ousmane Kabele Kamara, je rappelle que vous êtes représentant pays de Contrepart International et chef de projet USAID Jagoranti. Monsieur Ousmane Kabele, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Voilà, il était question du lancement officiel du projet Gouvernance résiliente au Niger, Jagoranti. Le lancement aura lieu à 9h à l'hôtel Bravia ce mercredi 11 août 2021 à partir de 9h. Vous avez à la régie d'antenne Ousseini Adam Boukar, aux opérations techniques Abdelkader Samba Moussa, le chauffeur de la permanence Abdelkadir Zakou, côté maintenance Mato Abdelaziz, l'électricien du jour Mohamed Kabir et devant le micro moi-même Ali Oumarou. Excellente écoute radiophonique. Au revoir. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.